Cet exposé est la seconde partie d'une conférence intitulée « Les pionniers de Nouvelle-Belgique et de Nouvelle-Suède ». Dans la première partie, consacrée aux prémices de la colonisation de l'Amérique du Nord, j'ai situé la fondation de la colonie néerlandaise de Nouvelle-Belgique dans le contexte général de la colonisation de la côte est du continent nord-américain par les Espagnols, les Français et les Britanniques. Dans cette seconde partie, sous-titrée Le véritable berceau des États-Unis d'Amérique, je parlerai de la croissance de la Nouvelle-Belgique, de la fondation de la Nouvelle-Suède et de l'introduction de l'esclavage africain en Amérique du Nord. Nous avons vu dans la première partie que la Nouvelle-Belgique avait été fondée en 1624 par des Wallons dirigés par Jesse de Forest et que l'île de Manhattan avait été achetée aux Amérindiens en 1626 par un Wallon nommé Pierre Minuit. C'est là qu'a été fondée la capitale de la colonie, à savoir la Nouvelle-Amsterdam, rebaptisée plus tard New York. Le registre des baptêmes de la communauté réformée de la Nouvelle-Amsterdam a d'abord été rédigé en français, aussi longtemps que les Wallons étaient majoritaires dans la ville. Mais très vite, la langue néerlandaise a fini par s'imposer dans ce registre. Le registre des mariages, quant à lui, a été rédigé en néerlandais de 1639 à 1664. Pendant toute cette période, 537 mariages ont été enregistrés, conclus par 434 hommes et 424 femmes, qui donnent une idée précise de la composition des habitants calvinistes de la Nouvelle-Amsterdam. Les Wallons et les Flamands ne représentaient plus que 2,87% de la population de la ville. En revanche, les Néerlandais étaient devenus majoritaires puisqu'ils formaient à présent 52,04% de la population, loin devant les colons venus du Saint-Empire romain germanique qui représentaient 15,99% des habitants de la ville. Il y avait par ailleurs 2,56% de Français, 6,94% de Britanniques, 4,07% de Scandinaves, 7,99% de colons britanniques nés en Amérique et 6,79% d'Africains. Parmi tous les colons néerlandais de la Nouvelle-Belgique, voici quelques exemples. Tout d'abord, Olof von Kortlandt, né vers 1615 à Wijk bij Duurstede, aux Pays-Bas néerlandais. Il s'est marié en 1642 à la Nouvelle-Amsterdam, en Nouvelle-Belgique, avec Anneken Lokermans. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1684. Puis, Jeremias van Rensselaer, né en 1632 en la ville d'Amsterdam, aux Pays-Bas néerlandais. Il s'est marié en 1662 à la Nouvelle-Amsterdam, en Amérique du Nord, avec Mortje van Kortlandt. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1674. Ces deux hommes sont les ancêtres du romancier américain Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Kozijn Gerritsen était né vers 1608 aux Pays-Bas néerlandais, où il avait épousé en 1631 une femme nommée Vrouwtje Gerrits. Il est mort en 1686 en Nouvelle-Belgique. Puis Jan Pietersen Haring, né en 1633 à Hoorn, aux Pays-Bas néerlandais, en la province de Hollande. En 1662, il a épousé Grietje Kozijns à la Nouvelle-Amsterdam, en Nouvelle-Belgique. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1683. Ces deux hommes sont les ancêtres du président américain Abraham Lincoln. Cornelis van Buren, quant à lui, était né vers 1612 à Buurmalsen, aux Pays-Bas néerlandais. Il s'est marié aux Pays-Bas en 1635 avec Katharientje Mortens, puis il est mort en 1648 en Nouvelle-Belgique. C'est l'ancêtre du président américain Martin Van Buren et du romancier américain Herman Melville. Puis Matthäus van Deurzen, né vers 1631 à Haarlem, aux Pays-Bas néerlandais. Il a épousé Helena Roberts vers 1653, puis il est mort en Nouvelle-Belgique en 1686. C'est l'un des ancêtres des présidents américains Martin Van Buren et Franklin Roosevelt. Jan Peek était né vers 1615 aux Pays-Bas néerlandais. En 1650, à la Nouvelle-Amsterdam en Amérique du Nord, il a épousé une Wallonne nommée Marie du Trieux. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1664. C'est l'ancêtre du président américain Theodore Roosevelt et de la première dame Jacqueline Kennedy, née Bouvier. Klaas van Rosenveld était né quant à lui vers 1626 en la province de Zélande, aux Pays-Bas néerlandais. Il a épousé vers 1649 Jannetje Thomas, puis il est mort en Nouvelle-Belgique en 1659. C'est l'ancêtre en ligne patrilinéaire des présidents américains Theodore et Franklin Roosevelt. Et enfin, Teunis Bogaert, qui était né vers 1625 à Schoonrewoerd, aux Pays-Bas néerlandais. En 1654, à la Nouvelle-Amsterdam, il a épousé une Wallonne nommée Sarah Rapaille, veuve d'un Norvégien nommé Hans Bergen. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1699. C'est l'ancêtre en ligne patrilinéaire de l'acteur américain Humphrey Bogart. La Nouvelle-Belgique a aussi attiré des colons venus de pays luthériens en Europe. Hans Bergen, par exemple, était né vers l'an 1600 à la ville portuaire de Bergen, en Norvège. En 1639, à la Nouvelle-Amsterdam, en Amérique du Nord, il a épousé la Wallonne Sarah Rapaille, dont nous venons de parler. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1654. Lars Petersen, pour sa part, était né vers 1620 à Tønsberg, en Norvège. En 1641, à la Nouvelle-Amsterdam, il a épousé une Allemande nommée Annette Peters. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1664.
Ces deux Norvégiens, luthériens devenus calvinistes, sont les ancêtres de l'acteur américain Humphrey Bogart. Pour finir, Morten Hoffmann, né vers 1625 à Tallinn en Estonie, qui appartenait à l'époque à la Suède. Il s'est marié 2 fois à la Nouvelle-Amsterdam. D'abord en 1663 avec Lisbeth Hermans, puis en 1664 avec Emmerentje de Witt. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1712. C'est l'un des ancêtres du président américain Franklin Roosevelt. En dehors des calvinistes et des luthériens, la Nouvelle-Belgique a aussi attiré les tout premiers juifs de l'Amérique du Nord. En 1654, en effet, un juif nommé Jacob Bar Simpson, venu de la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas néerlandais, est arrivé à la Nouvelle-Amsterdam, en Nouvelle-Belgique, pour y accueillir et assister 23 juifs néerlandais qui venaient tout juste d'être expulsés du Brésil par les Portugais. En 1657, il a obtenu pour eux la liberté de culte dans la colonie néerlandaise. La Nouvelle-Belgique a aussi attiré un ancien musulman, Anthony van Salé, né vers 1607 à Carthagène en Espagne. C'était le fils d'une jeune musulmane espagnole et d'un pirate néerlandais, Jan van Haarlem, converti à l'islam en devenant l'amiral de la flotte algérienne en Méditerranée. En 1630, Anthony van Salé a quitté la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas néerlandais pour aller s'établir à la Nouvelle-Amsterdam en Nouvelle-Belgique. Il y est mort en 1676. C'est l'un des ancêtres du président américain Warren Harding et de l'acteur américain Humphrey Bogart. Les Néerlandais et les Wallons ont joué un rôle particulier dans la fondation de la Nouvelle-Suède en Amérique du Nord. Cette colonie suédoise a été fondée en effet par le Wallon Pierre Minuit, qui avait été gouverneur de la Nouvelle-Belgique de 1626 à 1632. En 1638, il a établi la capitale de cette nouvelle colonie européenne à Fort Christina, dans la vallée du Delaware. Rappelons quelques faits historiques. En 1600, le royaume de Suède abritait non seulement des Suédois, mais aussi des Finnois, des Lapons et des Estoniens. Des Finnois vivaient dans les forêts de la Suède actuelle et des Suédois vivaient sur les côtes de la Finlande. Lorsque la Nouvelle-Suède a été fondée en 1638, le royaume de Suède se battait sur tous les fronts en Europe. De 1611 à 1648, en effet, les Suédois ont mené une guerre intense contre le Danemark, la Norvège, la Russie, la Pologne et l'Autriche. Pour mener cette longue guerre, les Suédois ont obtenu l'aide des Néerlandais. Dès 1614, un traité de coopération a été conclu entre les Pays-Bas néerlandais et la Suède. Les Néerlandais ont d'abord fondé, en 1619, le port de Gothenburg sur la côte ouest de la Suède, puis, de 1620 à 1640, ils ont envoyé en Suède jusqu'à 5000 ouvriers spécialisés wallons, recrutés par le wallon Louis de Geer, pour y développer une puissante industrie militaire. C'est dans ce contexte guerrier qu'a été fondée la Nouvelle-Suède en 1638. Son fondateur, Pierre Minuit, était le fils de Jean Minuit et de son épouse Sarah, originaire de la ville de Tournai en Wallonie, qui avait fui les Pays-Bas espagnols vers 1581 pour aller se réfugier en la ville de Wesel en Allemagne. Pierre Minuit était donc né à Wesel vers 1589. En 1613, il a épousé à Wesel une Allemande nommée Gertrude Reitz, originaire de la ville de Clèves. En 1624, il s'est installé en Nouvelle-Belgique avec d'autres Wallons sous la conduite de Jesse de Forest, puis en 1626, il a acheté l'île de Manhattan aux Amérindiens. De 1626 à 1632, il a été le troisième gouverneur de la Nouvelle-Belgique. Rappelé aux Pays-Bas néerlandais en 1632, il a fini par entrer au service des Suédois et a fondé pour eux, en 1638, la Nouvelle-Suède dans la vallée du Delaware, avec pour capitale Fort Christina. Il est mort dès 1638 dans les Antilles, en retournant en bateau vers l'Europe pour y chercher d'autres colons. Les deux premiers bateaux suédois qui ont accosté en Amérique du Nord en 1638 sous la conduite de Pierre Minuit s'appelaient Kalmarnyckel, c'est-à-dire la clé de la ville de Kalmar, et Fågelgrip, c'est-à-dire le griffon ailé. Ils sont tout aussi connus en Suède que ne l'est le Mayflower en Amérique. En tout, 12 convois de bateaux ont amené des colons en Nouvelle-Suède. On peut voir sur ce tableau leur date de départ en Europe, leur date d'arrivée en Amérique et leur date de retour pour l'Europe. Les deux premiers convois n'ont transporté que les soldats suédois. Le troisième convoi, parti des Pays-Bas néerlandais, a transporté des familles néerlandaises de la ville d'Utrecht et quelques familles suédoises rassemblées aux Pays-Bas. Le quatrième convoi, quant à lui, est parti des côtes suédoises et a transporté des familles suédoises et finlandaises. Le 9e convoi a coulé au large de Porto Rico et le 11e convoi a été capturé par les Néerlandais lors d'une escale à la Nouvelle-Amsterdam. Le 12e et dernier convoi, pour finir, est arrivé en Nouvelle-Suède après que cette colonie suédoise ait été conquise par les Néerlandais. La Nouvelle-Suède a été fondée à l'initiative d'un personnage historique suédois bien connu, le chancelier Axel Oxenstierna, qui a financé les 3 premiers convois avec des investisseurs suédois et néerlandais, puis tous les autres convois avec uniquement des investisseurs suédois. Il n'a pu envoyer, toutefois, aucun convoi en Amérique du Nord en 1644 et 1645.
Tous les navires suédois, en effet, avaient été réquisitionnés pour prendre part de 1643 à 1645 à une guerre opposant victorieusement la Suède au Danemark. Aucun bateau n'est parti non plus pour l'Amérique de 1650 à 1653. Pendant cette période, le chancelier Axel Oxenstierna a été écarté du pouvoir par la reine Christine de Suède, qui ne s'intéressait guère à sa colonie américaine. Le sort de la Nouvelle-Suède a été scellé en 1652 lorsqu'a éclaté la première guerre navale anglo-néerlandaise. La colonie suédoise, dirigée par le gouverneur suédois Johan Prins, était coincée entre deux autres colonies européennes devenues rivales. La Nouvelle-Belgique au nord, appartenant aux Néerlandais, et le Maryland au sud, appartenant aux Britanniques. La reine Christine de Suède a donc fini par autoriser le chancelier Axel Oxenstierna en 1654 à envoyer en Amérique du Nord deux nouveaux bateaux remplis de colons, ceci pour renforcer la Nouvelle-Suède face à ses voisins. Mais c'était déjà trop tard. Le premier bateau a été saisi par les Néerlandais à la Nouvelle-Amsterdam lors d'une escale, et le second navire n'est arrivé qu'en 1656, après que les Néerlandais aient conquis la Nouvelle-Suède pour renforcer leur propre position face aux Britanniques. Les Suédois n'ont pas réagi. Le successeur de la reine Christine, à savoir le roi Charles X Gustave, s'était lancé en 1655 dans une longue guerre l'opposant en Europe à la Pologne, à la Prusse, à la Russie, à l'Autriche et au Danemark. Ce conflit a duré jusqu'en 1660. De 1655 à 1664, la Nouvelle-Suède a donc été administrée par le gouverneur néerlandais de Nouvelle-Belgique, Peter Stuyvesant. Ce dernier a dû quitter ses fonctions lorsque les Britanniques, en 1664, ont subitement conquis la Nouvelle-Belgique et la Nouvelle-Suède, provoquant ainsi la deuxième guerre navale anglo-néerlandaise. Cette guerre a été gagnée par les Néerlandais, mais ceux-ci, lors des négociations de paix, ont refusé de récupérer la Nouvelle-Suède et la Nouvelle-Belgique en échange de la riche Guyane qu'ils avaient prise aux Britanniques en 1667. La Nouvelle-Suède, comme la Nouvelle-Belgique, est donc devenue britannique en 1664. En 1681, elle a été donnée en partie par le roi d'Angleterre Charles II au théologien William Penn. Celui-ci a accordé la liberté de culte aux Suédois et Finlandais de sa colonie, appelée la Pennsylvanie, ainsi qu'aux nombreux quakers et anabaptistes qu'il a fait venir des îles britanniques et du Saint-Empire romain germanique. De 1696 à 1775, tous les luthériens suédois et finlandais d'Amérique du Nord ont été placés sous l'autorité religieuse de l'évêque luthérien du diocèse de Skara en Suède. Voici quelques exemples de Suédois et de Finlandais établis en Nouvelle-Suède. Tout d'abord, Anders Hansson, qui était né vers 1618 en la ville portuaire de Vasa en Finlande. Arrivé en Nouvelle-Suède en 1641, il s'y est marié vers 1645 avec Annika Dab dans la localité coloniale de la Nouvelle-Gothenburg. En 1653, il a signé une pétition contre les mesures autoritaires imposées par le gouverneur suédois Johan Prins avant de se réfugier avec sa famille dans le Maryland. Il y est mort en 1655. C'est l'un des ancêtres de la première dame Jacqueline Kennedy, née Bouvier. Måns Andersson, quant à lui, était un gibier de potence suédois qui a été exilé en Nouvelle-Suède en 1640 avec sa première femme et sa fille Britta. Vers 1646, devenu veuf, il s'est remarié avec la fille du colon suédois Christopher Rettel. Puis, en 1653, il a signé lui aussi une pétition contre le gouverneur suédois Johan Prins. Il a fini par s'installer avec sa famille en 1661 dans le Maryland, où il vivait toujours en 1679. C'est l'un des ancêtres des deux présidents américains nommés George Bush, père et fils. Pour finir, Per Rambo, né en 1611 sur l'île de Hisingen, près de la future ville portuaire de Gothenburg, fondée en 1619 par les Néerlandais. En 1640, ce gibier de potence suédois a été exilé en Nouvelle-Suède, où en 1647, au fort Christina, il a épousé Britta Matsdotter. C'est lui qui aurait introduit en Amérique du Nord une variété de pommes appelée Rambo, grâce à des graines qu'il aurait amenées de Suède dans ses bagages. En 1664, il s'est établi à Paasjank, dans le nord de la Nouvelle-Suède, près de la future ville de Philadelphie. Il y est mort en 1698. C'est son nom qui a été choisi par l'écrivain canadien David Morrell lorsque celui-ci a créé, en 1972, son célèbre personnage fictif John Rambo. Il convient à présent de comparer la Nouvelle-Suède et la Nouvelle-Belgique avec les autres colonies européennes fondées en Amérique du Nord. De 1640 à 1670, c'est en Nouvelle-France que la progression démographique a été de loin la plus forte. On y est passé, au Canada et en Acadie, de 540 colons français en 1640 à 7100 colons en 1670, ce qui représente une progression de 394%. Dans l'ensemble des colonies britanniques, la progression n'a été que de 224% et en Nouvelle-Belgique de seulement 167%.
La Nouvelle-Suède, en revanche, a connu une progression démographique de 388% grâce essentiellement à l'arrivée du tout dernier bateau suédois qui a déposé en 1656 de très nombreux colons suédois et finlandais. Les colonies européennes abritaient également des Africains forcés à s'y établir comme esclaves. Les tout premiers ont été vendus par les Néerlandais aux colons britanniques de Virginie. De 1640 à 1670, leur nombre n'a cessé de croître dans toutes les colonies européennes, sauf en Nouvelle-France, où les colons se contentaient d'employer des Amérindiens. La population africaine a progressé de 347% dans l'ensemble des colonies britanniques, soit beaucoup plus vite que la population européenne de ces mêmes colonies. Elle n'a progressé en revanche que de 150% en Nouvelle-Belgique et de 266% en Nouvelle-Suède, soit moins vite que les populations européennes locales. La proportion des Africains dans l'ensemble de la population coloniale d'Amérique du Nord, de 1620 à 1670, variait selon les colonies. En Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre, elle était très faible, alors qu'elle était la plus élevée en Nouvelle-Belgique, plafonnant de 11 à 12% de 1640 à 1670. La proportion d'Africains a baissé en Nouvelle-Suède de 1650 à 1670, mais elle a constamment progressé dans le Maryland, en Virginie et en Caroline, pour atteindre 9% dans le Maryland en 1670. Les Néerlandais sont à l'origine du commerce d'esclaves africains en Amérique du Nord. Ce sont eux qui, avant même d'y fonder leur propre colonie, dans la vallée de l'Hudson, ont vendu aux Britanniques les tout premiers esclaves noirs de Virginie. Dès 1626, 2 ans après la fondation de la Nouvelle-Belgique, ils ont ensuite déposé 10 hommes venus d'Afrique à la Nouvelle-Amsterdam, puis 3 femmes en 1628. En 1644, le gouverneur néerlandais de la Nouvelle-Belgique, Willem Kieft, a fini par affranchir les 10 esclaves arrivés en 1626 avec leurs familles. On connaît ainsi leurs noms. Ces noms révèlent que les tout premiers esclaves de la Nouvelle-Belgique venaient tous des colonies portugaises en Afrique, notamment de l'Angola. De ces premiers Africains descendent les familles Mann, G et Van Genie. En 1655, un marché aux esclaves a été ouvert à la Nouvelle-Amsterdam où 300 Africains ont été vendus cette année-là. Parmi tous les descendants d'esclaves africains de la Nouvelle-Belgique, on peut citer John de Grasse, né en 1825 et mort en 1868. Il s'agit du tout premier docteur en médecine des États-Unis d'origine africaine. Son père, Georges de Grasse, né à Calcutta, était le fils naturel d'une femme indienne du Bengale. C'était aussi le fils naturel et adoptif du célèbre amiral français François-Joseph-Paul de Grasse, qui le 5 septembre 1781 avait remporté contre la flotte britannique la bataille navale décisive de la baie de Chesapeake sur les côtes américaines. Cette victoire française capitale a ouvert la voie qui a mené à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La mère de John de Grasse était la petite-fille de Jan van Sallee, né en 1725, qui descendait de 3 colons néerlandais, à savoir Abraham van Sallee, Dirk Wessels et Jan de Vries, et de 3 esclaves africaines nommées Fortuin, Anna Maria van Curaçao et Hilarie Criolla. En conclusion, l'histoire des États-Unis d'Amérique ne commence certainement pas avec l'arrivée des pères pèlerins en Nouvelle-Angleterre à bord du Mayflower en 1620. Ce mythe, constamment répété dans les livres d'histoire pour enfants, tend à imposer l'idée que le noyau fondateur des États-Unis serait sa population blanche, anglo-saxonne et protestante. En fait, les États-Unis d'Amérique ne sont pas nés dans les anciennes colonies britanniques, c'est-à-dire ni en Nouvelle-Angleterre, ni dans le Maryland, ni en Virginie, ni en Caroline et ni en Géorgie. Le véritable berceau des États-Unis d'Amérique sur les plans politiques, économiques et culturels est situé en fait en Nouvelle-Belgique et en Nouvelle-Suède. Le célèbre melting pot américain, c'est-à-dire le creuset américain des nations, a été introduit en Amérique du Nord par les Néerlandais dans leur colonie américaine de Nouvelle-Belgique où cohabitaient des gens venus de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. La déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776 a été directement inspirée de la déclaration d'indépendance néerlandaise face aux Espagnols, signée en 1581. Le nom même des États-Unis d'Amérique a été directement calqué sur celui des Provinces-Unies des Pays-Bas, l'ancien nom des Pays-Bas néerlandais. La première capitale politique des États-Unis se trouvait à Philadelphie, sur les territoires de la Nouvelle-Suède, et la capitale économique des États-Unis est toujours située à la Nouvelle-Amsterdam, rebaptisée New York. Et enfin, l'indépendance des États-Unis d'Amérique a été soutenue massivement par les colons de Nouvelle-Belgique et de Nouvelle-Suède, qui n'avaient aucune raison historique de rester fidèles à leurs conquérants britanniques. Bref, les Américains ne sont pas vraiment les produits de la culture britannique. Ils n'en ont conservé que la langue anglaise. En fait, les Américains sont redevables avant tout au mélange de français, de wallon, de flamand, de néerlandais, d'allemand, de norvégien, de suédois, de finnois, d'estoniens, de juifs et africains, qui peuplaient déjà de 1624 à 1664 la Nouvelle-Belgique et la Nouvelle-Suède. Je vous remercie pour votre attention.